Cet homme s'appelle Hugo. Hugo est une énigme vivante. Le rythme, rubato, souplesse, élégance, fluidité, flexibilité qui vole un œuf, vole un bœuf. Regardez-le. Il peut passer pour un simple d'esprit. En vérité, il est d'une intelligence remarquable. C'est même un génie dans son domaine, le piano. Il est né avec un handicap étrange et mystérieux, l'autisme. J'ai jamais embrassé une fille, docteur. Jamais. Vous trouvez ça normal? Il aime se décrire comme un martien au pays des neurotypiques. Les neurotypiques, c'est nous, les êtres humains qu'on dit normaux. Non, si je sais que vous écoutez, ça marchera pas, je pourrai pas jouer. Il vit dans une grande solitude. Un mur de verre le sépare de la communauté des hommes. En anglais, ça se dit bleeding hearts. Ça veut dire les cœurs qui saignent. C'est interdit de suivre les gens comme ça. Oui, pardon, je suis très maladroit, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? Voici l'histoire d'Hugo. Avec des acteurs de différents âges, nous avons reconstitué le parcours chaotique d'un autiste depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Hugo est un personnage inventé, mais tous les détails de sa vie sont vrais, inspirés par les personnes autistes que nous avons rencontrées. Tu veux ma photo? Je connais un journaliste qui m'avait expliqué que tant que je restais immobile sans parler, je passais pour normal. Quand je bougeais un petit peu, on pouvait avoir quelques doutes, et quand j'ouvrais la bouche, c'était fini. Comme Hugo, Joseph Chovanec était considéré comme un enfant retardé. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a pas dit un mot. 15 ans plus tard, il a fait Sciences Po, il est docteur en philosophie et il parle 7 langues. Valentin et Paul sont frères, ils sont tous deux autistes. Ils partagent un don étonnant pour la musique. L'aîné est un brillant violoniste et son petit frère un pianiste prodige. De nombreux parents se battent, jour après jour, pour sortir leurs enfants de la prison intérieure dans laquelle ils sont enfermés. C'est l'histoire de Raphaël, de Cyril, d'Alexis ou encore d'Anaé et Nathan, un frère et une sœur nés tous les deux avec le handicap de l'autisme. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Et moi, je suis vachement sensible, en fait. Et donc, du coup, je m'en prends à Nils. Je lui dis, arrête de te comporter bizarrement. Tu vois, tout le monde nous regarde. Moi, j'en ai marre. C'est pas de ma faute. Et donc, voilà. Je suis susceptible de ne pas plaire aux gens. Ils vont se demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai un défaut. Ils vont me trouver bizarre, ils me perçoivent mal, mais ça je ne le vois pas. Moi je me rends même pas compte qu'il y en a des gens qui nous regardent. Moi aussi. Où est-ce qu'ils nous regardent? Dans quel endroit? Où est-ce que t'as... Partout, même au collège. Ça m'est déjà arrivé à des filles de dire « De toute façon tu veux pas de moi parce que je suis bizarre ». Le deuxième jour où de toute façon tu réponds pas à mes messages juste parce que je suis bizarre, qu'est-ce que j'ai de différent, voilà. Dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas que je suis autiste, mais ils vont le prendre, c'est l'horreur pour eux. Tous les neurotypiques pensent que l'autisme c'est quelque chose de grave, de sérieux et que ça mérite l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée. Ce sont deux facultés complètement distinctes. À 22 ans, Hugo est un pianiste exceptionnel, du niveau des plus grands. Mais il vit enfermé dans sa chambre. Seule sa professeure de piano, Madame Mint, et sa mère, Elisa, ont eu la chance de l'entendre jouer. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, Hugo participe à un concours international de piano. Calme-toi, mon canard. Mon canard, tout va bien se passer. Fais comme moi. Oui, ça va bien se passer. Oui, allez. Les doigts dans le nez. Voilà. Les doigts dans le nez. On croise les doigts dans le nez. Je suis navré, Madame Mine, vraiment navré, mais je suis pas totalement sûr que ça va être possible. Pas sûr du tout, non, ça va pas être possible, n'est-ce pas? Le bateau, le rubato, tout le monde aime le rubato. J'adore le rubato. Souplesse, élégance, fluidité, flexibilité. Rubato. On dérobe une note sur la surface, le rythme. Rubato, souplesse, élégance, fluidité.
Fais-toi depuis les ciels t'aideront. Tiens, petit poisson de viande vraiment. Tiens, que ça, c'est des longueurs de tout, font plus que force. Ah, je suis toujours hyper anxieux et à l'heure actuelle, il serait absolument faux de dire que j'ai réussi à gommer mes angoisses. Alors j'ai une peur bleue et depuis toujours de l'échec. Je ne supporte pas avoir une mauvaise note, je ne supporte pas de rater quoi que ce soit. De rater un train, c'est une forme aussi d'échec, ça m'est déjà arrivé. De rater un concert. Monsieur Hugo Tilly, la sonate au clair de lune de Beethoven. Quand je joue en public, je suis toujours sous le contrôle, il faut rien que je rate. Et si je rate un truc, par exemple si je rate une note ou si un démanché au violon, enfin, on va dire si un déplacement de note n'est pas parfait, eh bien là ça va me miner pendant tout le reste du morceau et je ne vais plus penser qu'à ça. C'est qui le prof? Représentez-vous un petit lapin. C'est la fin des vacances au milieu de l'autoroute. Et ça circule, et ça circule, et ça circule. Et on est tétanisé. On regarde le monde autour de nous. On est incapable d'agir. Et puis il y a les phares de la voiture qui avancent. Chez lui, tout est démesuré. Et toujours dans... Il amplifie tout. En fait, s'il est angoissé, c'est vraiment l'extrême. Quand il est angoissé, c'est vraiment... L'extrême. Voilà. Les gammes en dièse mineur s'enchaînent de quinte juste en quinte juste. La mineur, si mineur, U dièse mineur, Fa dièse mineur, Ré dièse mineur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur. Est-ce que Hugo a cours avec Madame Mint à 17h30? Non, Madame, l'horaire a changé. Vérifiez le tableau d'affichage. Chaque nouvelle tonique est la dominante de la gamme précédente. Tout le monde vous le dira. C'est sur le tableau d'affichage. Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Forcément, il perd sa place. Bonjour Madame Tilly. Bonjour, il est dans le... Oui, comme d'habitude. Bonjour Hugo.
J'ai vu le docteur Cage hier. Je lui dis que tu étais une vraie pipelette d'habitude. Il a toujours pas entendu le son de ta voix. Tu exagères quand même. Il y a de nombreuses formes d'autisme. Environ un tiers des autistes souffrent d'un retard mental et une partie ne parlera jamais. Hugo, lui, est atteint du syndrome d'Asperger, qu'on appelle aussi autisme de haut niveau. Il y a 600 000 autistes aujourd'hui en France, dont 100 000 enfants. Elisa est venue à Paris de son Espagne natale à 18 ans pour apprendre le français. Et puis elle a rencontré Alain et elle n'est jamais repartie. Hugo est le premier enfant d'Elisa. Personne n'écoute les inquiétudes de la jeune maman sur ce bébé étrangement lointain. Hugo semble ne pas voir ses parents. Il hurle pendant des heures, inconsolable. À 3 ans, Hugo ne parle toujours pas. Il ne regarde pas dans les yeux. Mais la pédiatre trouve Elisa trop stressée. Einstein n'a parlé qu'à 4 ans. Vous êtes trop sur lui. Les journées d'Anaé, c'était effectivement une collection de flapping. Donc le flapping, c'est le fait de faire comme les oiseaux, comme ça, avec les mains. Sa vie était rythmée par ce que nous appelions à cette époque-là des TOC, qui étaient au nombre de 27 pour une journée et qui généraient à chaque fois des crises si on ne cédait pas à ce qu'elle voulait. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais l'habitude de faire comme ça avec mes mains. Bon, c'est un peu difficile à faire, mais je peux faire comme ça pendant des heures. Et quand la personne que j'ai en face de moi racontait quelque chose d'intéressant, j'accélérais le mouvement, quoi. Je ne me rendais pas compte que cela pouvait être gênant pour mon interlocuteur. Anaé, à cet âge-là, ne savait pas marcher, elle ne savait que courir. Donc elle courait toute la journée, donc elle ne savait pas aller simplement d'une pièce à une autre sans courir. Anaé ne s'intéressait qu'aux placards et aux tiroirs qui lui servaient à être ouverts, fermés ou vidés. Elle n'avait pas de jeu, elle ne communiquait pas avec nous, elle ne parlait pas. Il y a une stéréotypie de Nathan dont je me souviens qui est insupportable quand j'y repense, qui était de se coincer les doigts dans les portes. Il mettait volontairement ses doigts dans l'encadrement de la porte et avec l'autre main, il refermait la porte. Et il était capable de faire ça une quinzaine de fois dans la journée, peut-être 20 fois. Il avait les doigts tout bleus. On nous a expliqué plus tard une forme d'autostimulation en réponse au stimulus de la douleur. Il pouvait faire 200 ou 300 fois dans la journée le geste d'appuyer sur un interrupteur. Il se frappait la tête contre les barreaux de son lit. Il se frappait la tête par terre. C'était des coups de pied, des coups de poing, des griffures. Je me suis dit, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va descendre? Et après, il y a eu la perte du regard. Au début, il me regardait dans les yeux, mais après, ça a disparu complètement. C'est-à-dire que, en fait, il y avait un enfant avec des yeux vitreux, et puis qu'on dirait que c'était qu'une enveloppe, qu'il n'y avait personne dedans. À 6 ans, Hugo n'a toujours pas prononcé un mot. Ça suffit ce cirque. Hugo, tu t'assois, sinon tu montes dans la chambre. Hugo, on avait dit non.
Nathan ne supportait pas qu'on le touche. En fait, c'était pas qu'il voulait pas être avec nous. C'était que on a compris, maintenant au fil du temps, que le contact physique lui posait un problème. Ça lui faisait mal. Quand c'est un bébé, on a envie de le prendre dans ses bras, de le couvrir de bisous, et elle tendait les bras. Elle était comme ça et elle tendait les bras. Elle me repoussait pour pas être en contact charnel, en fait, avec moi. Il ne supporte pas qu'on le touche. Quand on devait prendre une douche, ne serait-ce que l'eau qui coulait sur lui, il disait que ça lui faisait mal. Le premier câlin qu'il m'a fait, c'était à l'âge de 3 ans. Je rentre dans la chambre et je pensais qu'il dormait et je lui fais un bisou et à ce moment-là, j'ai senti ses bras qui m'ont pris autour du cou et il m'a dit câlin maman et il m'a serré. J'ai l'impression que ça m'a paru une éternité parce que j'attendais ça, je sais même pas si je l'attendais en fait. Depuis 3 ans, j'avais rien eu et je suis sortie de la chambre en pleurs et j'ai dit ça y est, mon fils m'a embrassé, Raphaël m'a fait un câlin pour la première fois. Très souvent, on entend le débile ou qu'est-ce qu'il a celui-là, ou des regards, des retraits comme ça, comme si forcément la personne qui est en face allait être violente ou allait faire je sais pas quoi, alors que franchement c'est un agneau. Mais bon, je comprends, les gens le savent pas. Quelqu'un sur une chaise roulante, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a pas de jugement, on juge pas les gens qui sont en chaise roulante. Les gens, quand ils connaissent pas Nils, ils ont l'impression que... en fait, c'est un enfant de 2 ans dans un corps de 15 ans. Ça m'énerve. Ça moi aussi. Si je remarque un jour un gars qui me traite de 2 ans et demi, alors ça, moi, je vais pas tolérer ça, moi. De toute façon, tu croiseras toujours des idiots. Ouais. Il arrive assez régulièrement que la caissière dans le supermarché se comporte de manière anormalement gentille avec moi. Et par exemple me disent « Tenez, j'ai mis tous vos articles dans le sachet, vous le prenez comme ça et vous pouvez rentrer chez vous. » Alors disent la même chose avec les pièces de monnaie qu'elle me rend. Ou alors certaines personnes qui commencent à parler beaucoup plus lentement quand ils ont affaire à moi. C'est très intéressant à observer. Je leur explique que bon, leur frère il est comme il est et que c'est les gens, s'ils le regardent, c'est pas grave, on s'en moque quoi. Il y a des actes commis par des gens normaux qui sont 100 fois plus graves que ce que je peux faire. Je sais pas, mais c'est comme s'ils étaient supérieurs à nous. Enfin, que eux, ils étaient parfaits et pas nous. On se dit, bon, c'est pas grave, ils vont regarder, ça passe. Non, ça fait souffrir. Comment expliquer les comportements si étranges d'Hugo? La piste privilégiée aujourd'hui par les scientifiques est celle de la génétique, comme pour la mucoviscidose ou l'hémophilie. Des chercheurs ont découvert plusieurs gènes différents impliqués dans l'autisme. Mais la génétique ne suffit pas à tout expliquer. Une des hypothèses poursuivies par les chercheurs est la rencontre entre une malformation génétique et un environnement. Et cette rencontre fatale a lieu pendant la grossesse, car le cerveau du fœtus est en contact avec toutes sortes de substances qui circulent dans le corps de sa mère. Les aliments et les médicaments pris par la maman, mais aussi les métaux, les produits chimiques ou les microbes avec lesquels elle a été en contact. En France, un enfant sur 150 naît autiste. Les Américains estiment que cette proportion est en réalité de 1 sur 100. Tu te tires, on divorce. C'est simple pour toi. Mais nous, on devient quoi? Arrête. Hugo, regarde-moi. J'ai fait une dépression, mais je m'en suis rendu compte longtemps après, une fois que je m'en suis un petit peu sortie, quoi. C'est vrai que c'est très difficile quand même à vivre comme situation, de ne pas pouvoir être en relation avec son enfant petit. On se sent vraiment jugée et déficiente, quoi, dans son rôle de maman. Vous êtes le 3e psychiatre qu'on voit et on n'a aucun diagnostic. Il voit une psychologue 2 fois par semaine
Personne n'a prononcé le moindre diagnostic ni le mot autisme. Ça, je l'ai entendu pour la première fois dans un forum quand j'ai tapé « Mon fils crie toute la journée ». Il me disait aussi que Rodrigue parlerait jamais, parce que, et ça je me le suis pris en pleine figure, parce que je lui donnais pas envie de parler. Anaë est une petite fille qui a été conçue par fécondation in vitro. C'était une petite fille qu'on avait trop désirée et qu'on en avait fait l'enfant roi. Et donc c'était pour ça qu'elle ne nous obéissait pas et qu'elle ne cherchait pas à communiquer avec nous. Oui, mais madame, ces problèmes sont liés à votre histoire. Vous avez été déracinée de votre pays, c'est normal. Remettez-vous, voilà. Il n'y a rien d'autre. Il sort son zizi en pleine séance, donc je lui dis, comme je lui ai dit d'habitude, écoute, tu ranges ton zizi dans la couche. C'est ni lieu ni moment. Le soignant m'a sauté sur cette occasion pour me dire attendez, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Vous en êtes où avec la masturbation? Qu'est-ce que vous en pensez chez l'enfant? Est-ce que ça vous gêne? Pas un moment. Elle a émis un diagnostic. C'était nous, les parents indignes. On n'était pas normaux, quoi. Il y avait quelque chose qui faisait que Raphaël avait dévié de son parcours à cause de nous. C'était un enfant qui avait besoin qu'on lui serre la vis. C'était une question de limite qu'on ne lui donnait pas. Voilà. Donc on a été vraiment montré du doigt d'une manière très violente. Et nous, on l'a ressenti vraiment comme une maltraitance. Ça fait 10 ans et je ne suis pas encore remise de ça. Et en plus, je sais que ce pédopsychiatre, elle est encore en activité et qu'elle continue sur cette lancée. Donc ça me met encore aujourd'hui très en colère. Je pense qu'il a un retard mental sévère. Le langage, il ne faut pas que vous ayez trop d'espoir. À mon avis, il va rester non-verbal. Parfois, quand on arrive chez un psychiatre et qu'on lui évoque le syndrome d'Asperger, il répond « mais c'est un truc américain » ou des remarques de ce type qui quand même donnent à réfléchir ou à pleurer comme on veut. Et c'est assez inquiétant. Et quand on compare cette situation avec celle qui prévaut dans d'autres pays où tout le monde connaît le syndrome d'Asperger, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, où vous arrivez chez votre boucher, votre boulanger, et vous dites « je suis Aspi », tout le monde sait de quoi il s'agit. Jusqu'aux années 40, les enfants autistes sont considérés comme des débiles profonds. Ils sont laissés à l'abandon dans les hôpitaux psychiatriques et souvent maltraités. En 1943, le psychiatre américain Leo Kanner rencontre dans son service ces enfants étranges, comme coupés du monde. Il fait une découverte extraordinaire. Ces enfants sont en réalité intelligents. Certains ont un vocabulaire étonnant, d'autres sont surdoués en calcul mental. Tous ont une incroyable mémoire. Fasciné, il les baptise autistes et décrit leurs activités et leurs gestes très répétitifs. Il écrit « Ces enfants ont un désir anxieux et obsessionnel d'assurer l'immuabilité des choses ». La conclusion de Leo Kanner est très audacieuse. Ces enfants, affirme-t-il, sont venus au monde avec une incapacité biologique innée à développer des contacts affectifs. Ainsi, dès le début, l'idée d'une origine biologique de l'autisme était bien présente. Un an plus tard, en 1944, un psychiatre autrichien, Hans Asperger, va lui aussi se passionner pour ces petits génies enfermés en eux-mêmes. Il démontre qu'ils sont supérieurement intelligents et fait tout pour rééduquer ces enfants qu'on appellera désormais autistes Asperger. 20 ans plus tard, un homme va émouvoir le monde entier avec le drame de l'autisme. C'est un psychiatre américain, Bruno Bettelheim. Lorsqu'il publie en 1967 « La forteresse vide » sur l'autisme infantile, il ne sait pas encore que ce livre va être lu partout dans le monde, en particulier en France. Le psychiatre aime exposer ses théories à ses petits patients. Il leur explique que les enfants autistes se conduisent comme les prisonniers des camps de concentration. Il va jusqu'à comparer leur mère aux tortionnaires nazis. C'est son propre traumatisme qu'il raconte, car Bruno Bettelheim est un rescapé des camps de la mort. Il affirme, comme les déportés, les enfants autistes ont été soumis à la cruauté de mères froides et sans amour, les mères réfrigérateurs.
Ils n'ont pas eu d'autre solution que de se retirer de la réalité, de s'enfermer en eux-mêmes. Mais Bruno Bettelheim n'est pas qu'un théoricien. Il lance un défi, guérir ses enfants en les séparant de leurs parents. Il prend la direction de l'école orthogénique de Chicago. Pendant des années, il va accueillir des générations d'enfants autistes sans jamais parvenir à les guérir de cette maladie étrange. Un échec qu'il ne reconnaîtra jamais. Pourtant, en 1985, quelques années avant sa mort, il est témoin d'une véritable bombe qui s'abat sur la communauté psychiatrique mondiale. 2 chercheurs américains, les docteurs Margaret Bowman et Thomas Kemper, autopsient le cerveau d'un jeune homme autiste mort à 29 ans. Pour la première fois, leur étude montre des anomalies indiscutables par rapport à un cerveau normal. Encore plus intéressant, il prouve que certaines anomalies n'ont pu apparaître qu'avant la naissance. On est autiste, on ne le devient pas. Le travail de Bowman et Kemper n'est que le début de nombreuses découvertes prouvant l'origine biologique de l'autisme. Enfin, une lueur d'espoir pour tant de parents d'enfants autistes maltraités par les psychiatres. Un soir, je me suis dit, faut que cet enfant parle parce qu'il a assez de voix pour crier, donc il va falloir qu'il parle. Allez, Hugo, chocolat. Et je me souviens qu'il voulait un gâteau, donc j'ai pris la chose, donc j'étais sûre qu'il avait absolument envie. Je lui ai dit, si tu veux le gâteau, il va falloir que tu me dises merci. Non. Chocolat. Chocolat. Allez, Hugo, je sais que tu peux y arriver. Chocolat. J'ai pas cédé, il a fini par aller dormir sans son gâteau. Donc j'ai énormément culpabilisé ce soir-là. Et le lendemain, je me suis dit, quitte à tromper, je vais me tromper jusqu'au bout. Je continue et je lui ai dit, si tu le veux, il va falloir que tu me le demandes. Et à ce moment, il me l'a pris, il m'a dit, merci. Chocolat. C'est ça. C'est ça, mon amour. Le chocolat. Pourquoi Hugo évolue-t-il différemment des autres enfants? Parce que le développement de son cerveau ne suit pas le même chemin. Mais un cerveau, c'est quoi exactement? Tout simplement le plus fabuleux circuit électrique du monde, constitué de 100 milliards de neurones et de plusieurs millions de milliards de connexions électriques. Grâce à l'imagerie médicale, on peut voir la trace d'une pensée ou d'un sentiment. Ce n'est pas un souffle immatériel, c'est un signal électrique dans le cerveau. À 3 ans, l'enfant possède 2 fois plus de connexions électriques qu'à l'âge adulte. Avant cet âge, le cerveau est une véritable éponge. Par exemple, il capte tous les mots qu'il entend et apprend à parler. Le cerveau immature a des allures de jungle. Pour continuer à se développer, l'enfant doit y mettre de l'ordre. Entre 3 et 6 ans, il élimine des milliards de neurones et de connexions électriques qui ne lui sont pas indispensables. C'est ce qu'on appelle le tri neuronal. L'enfant se spécialise pour devenir un être social qui communique et s'adapte à la vie en société. Il élimine les connexions neuronales qui ne sont pas stimulées. Par exemple, tous les bébés naissent avec l'oreille absolue et ils la perdent. Hugo, comme les autres enfants autistes, n'a pas effectué correctement le tri neuronal. Il a gardé trop de neurones et trop de connexions. Et c'est ce qui rend ses apprentissages si difficiles. Le jour où je l'ai mis à l'école, là, ça m'a sauté aux yeux, sa différence. Il s'est mis dans un coin de la classe, avec les mains sur les oreilles. Et tous les jours, ça s'est répété. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait dans la classe, il se mettait au même endroit que la veille, les oreilles bouchées. Et si on l'approchait, il criait. Il ne supportait pas qu'on s'assoie trop près de lui, qu'on le touche. En fait, on me refusait à tous les jeux. Et je ne jouais jamais avec les autres dans la cour. Je n'ai pas le souvenir une seule fois à l'école primaire d'avoir fait un jeu en collectif, un cours de récréation. Donc j'étais vraiment très très isolé socialement et j'étais considéré comme l'enfant bizarre de la classe. Regarde, capitaine Crochet, je te ferai rentrer ces mots dans la gorge. Les enfants perdus, appelez la fée Clochette. Parfait, parfait, parfait. Ouais, ça c'est vrai. De la soif, il me faut de la soif. Tu reprends des phrases que tu as entendues dans les DVD ou des scènes que tu as entendues. C'est dans mon cerveau?
Ben oui, sinon ton cerveau. Vous faites un jour l'effort d'entrer en contact avec votre camarade de classe. Donc le matin, au moment où il arrive, vous lui dites « Bonjour monsieur ». Sauf que c'est raté, parce qu'il n'a que 7 ans, par exemple, et les enfants de 7 ans ne se disent pas « Bonjour madame, bonjour monsieur ». J'avais une manière de m'exprimer comme au temps de Louis XIV. Donc en lançant des très chers, mon cher. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu tâche quand on a 10 ans, quoi. Le groupe humain se constitue, c'est triste à dire, mais je crois que c'est comme ça, par l'exclusion d'une ou de plusieurs personnes. Et en l'occurrence, c'était moi. Et il devait me prendre quelque part plus pour un animal que pour un être humain. J'essayais de trouver des coins dans la cour, des petits coins derrière les toilettes ou derrière un arbre ou dans un coin de pilier, de me mettre en boule et puis de me tasser là et de ne pas me faire remarquer pour ne plus subir toutes ces méchancetés qui étaient sans fin, sans fin. Malgré le fait qu'il soit très bon élève, il passe malgré tout pour un imbécile, oui, effectivement. Je passe souvent pour un imbécile alors qu'en vrai je suis intelligent. Et je regrette très fort. Quand j'en ai eu assez, j'ai pris une règle graduée de 50 cm et j'ai tapé. J'ai tapé tout le monde avec. On arrête de me taper, moi. Et j'ai trouvé que la règle graduée, c'était assez élégant, c'était un peu comme une épée. Tu prends ton crayon et tu écris fleurs. Regarde là, au tableau. À l'école primaire, ça s'est très très mal passé. Elle comprenait pas ce garçon qui avait tout bon, toujours très bien en français ou en maths, toujours 10 sur 10 très bien. Il terminait aussitôt, il se levait. Bon, au départ, on pensait qu'il s'ennuyait parce que c'est un petit surdoué, voilà. Mais après, ça dégénérait quand même. Il perturbait les autres, il allait tirer les cheveux. Hein, Najib, quelques filles, parce qu'elles avaient des beaux cheveux, c'était sa manière de communiquer avec les autres. Et ça a posé un vrai problème. Il lui arrivait de corriger la maîtresse. Si elle oubliait une photo tableau, de dire tout, bon, voilà, vous avez oublié un S, ça s'écrit pas comme ça, enfin bon. Et à côté de ça, il passait pour un enfant attardé dans son comportement totalement immature pour son âge. Apparemment, j'aurais mis la main aux fesses de maîtresse. À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par ma maîtresse, voulait que je redouble parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer en CP. Et le problème, c'est que quand j'y réfléchis, c'est que si on avait attendu que j'acquière les compétences pour passer au CP, je serais peut-être encore en grande section, ce qui serait un peu embêtant. L'éducation nationale nous a dit qu'il fallait faire passer un test de QI et qu'en fonction de ça, on verrait. Le QI étant normal, très au-dessus de la normale, donc il est passé en CP. Il aurait eu besoin à ce moment-là d'un AVS, des choses qui n'existaient pas à ce moment-là, faire plutôt à son rythme et quelqu'un qui l'aide. Donc il y a eu une commission en fin de CP et le résultat de la commission a été de dire qu'il devait quitter l'école et c'était du coup la médecine qui allait s'occuper de lui. L'orientation a été hôpital de jour. Alors on nous a dit hôpital de jour. C'est ce qu'on disait à ce moment-là aux parents. Je pense qu'on le dit encore maintenant. Il faut dire hôpital de jour psychiatrique. C'était quelque chose de tout à fait temporaire. Dans 3 mois, il allait là-bas progresser et après revenir à l'école sans souci. Chose qui était complètement fausse parce que il n'est jamais retourné à l'école. Jamais. Bonjour Hugo. Elle est belle ta voiture. Tu viens avec moi? Vous venez la récupérer à 17h? On va aller jouer avec les autres enfants. À ce soir, mi amor. Je viens te chercher ce soir.
Il est resté jusqu'à l'âge de 18 ans en hôpital psychiatrique pour enfants, ensuite hôpital psychiatrique pour adolescents et ensuite EMPRO, externat médico-professionnel. C'était très très difficile le premier jour parce que on réalise pas forcément ce qu'a son enfant, mais le fait de rentrer dans l'hôpital de jour et voir d'autres enfants atteints du même handicap qu'Alexis, on se dit mon enfant, et c'est pas vrai, il est pas comme ça. Najib a passé 7 ans à l'hôpital de jour, mais vraiment... 8 ans à peu près. À 4 ans, t'es allé à 4 ans. Personnellement, je culpabilisais tout le temps de l'emmener là-bas. Je voyais que c'était pas une structure adaptée pour lui. Il était avec des enfants lourdement handicapés. Je ne voyais pas ce qu'il faisait là-bas. Il revenait avec des nouveaux tics, des cris, des angoisses. Il cassait. En fait, c'était plutôt cool. Un jour, il lui a découpé la main pour ensuite le donner au crocodile. Il est fort, Peter Pan. Il y avait un garçon qui s'amusait à taper contre la poitrine avec son poing. Il y a un certain garçon qui employait des mots vulgaires. C'est là que mon comportement s'est significativement dégradé. Il y avait des enfants qui étaient épileptiques, qui faisaient des crises d'épilepsie tous les jours. Violents, enfin, il a vu ça. Nous, même si on voit quelqu'un dans la rue qui fait une crise d'épilepsie, on n'est pas bien. Lui, ça a été son quotidien. D'environ l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, donc j'étais donc à l'hôpital psychiatrique. J'étais une petite fille douée, plutôt intelligente, et je me demandais ce que je faisais dans ce milieu. Parce que j'avais pas l'impression d'être malade ou quoi que ce soit. Et pourtant, pendant 4 ans, je ne suis pas allé à l'école. C'est comme si on m'avait enlevé une partie de mon enfance. Ils attendent en fait que l'enfant propose. Si l'enfant avait décidé de jouer, je sais pas, à la voiture par exemple, bah, il va jouer à la voiture. Donc en fait, c'était plus une récréation qu'une thérapie pour moi. On n'allait pas l'embêter avec du scolaire. Il fallait déjà qu'il s'adapte à être dans ce nouveau milieu qui était bruyant et effrayant pour lui. Libère qui est vaincu au-dessus de la Noël, on ne s'est pas occupé de lui au point de vue éducation. On allait régulièrement voir le psychiatre responsable. On nous a dit mais non, c'est sûr qu'il n'a pas progressé, soyez contents, il n'a pas régressé. Et c'est là qu'on a compris qu'il allait certainement y rester très longtemps. Un jour, une psychiatre est venue à l'hôpital de jour et elle a dit « Je ne comprends pas ce que votre enfant fait encore ici. Je le vois résoudre au tableau des problèmes de mathématiques de 3e. Il avait 11 ans. » Je suis quand même un peu fière de moi parce que j'ai pris le taureau par les cornes et avec ma petite timidité et tout, j'ai essayé de taper aux portes, de me renseigner, de lire. Lâche-moi! Aïe, lâche-moi! Non, c'est fini tout ça. On est en retard, tu viens, c'est tout. Il a réussi son brevet, il a aussi son baccalauréat au Lama avec 20 en maths. Je suis engagé dans des études d'expertise comptable. Si tout va bien, je pourrais peut-être continuer jusqu'au niveau master. On est fiers, on lui dit. On lui dit tout le temps. Oui, c'est vrai. Il se bat aussi, il se bat. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tapé sur Internet Asperger. Et là, j'ai vu autiste. J'ai dit, mais c'est pas possible. Personne n'a vu ça auparavant. Il a 25 ans, il est suivi depuis l'âge de 2 ans. J'ai eu une grande colère. Qu'on n'ait pas pu l'aider plus tôt. Oui, je suis encore en colère. Oui. Oui, il y a de quoi. Parce que si Libère avait été diagnostiqué très tôt, il aurait été scolarisé. Il aurait une autre vie. Il n'aurait pas passé sa vie en hôpital psychiatrique. La France est un cas particulier où l'école psychanalytique occupe une place dominante dans la psychiatrie. Pour la plupart des psychiatres français, héritiers de Freud, l'autisme est une maladie psychologique liée à un traumatisme d'enfance. Dans les années 70, le psychologue Fernand Deligny est sincèrement convaincu de pouvoir guérir l'autisme. Il emmène les enfants autistes vivre une vie sans contrainte et proche de la nature dans les Cévennes.
Séparé de ses parents toxiques, l'enfant doit prendre lui-même la décision de s'ouvrir au monde. Hélas, pour tous les enfants que vous voyez sur ces images, la vie au grand air n'apportera aucun résultat. La plupart d'entre eux ne parviendront jamais à parler. Leur intelligence restera un diamant caché. Privés de langage, ils seront condamnés à la colère et à l'agressivité pour se faire comprendre, et aux neuroleptiques pour se calmer. Une fois adultes, ils seront enfermés à vie dans des hôpitaux psychiatriques où ils se trouvent encore aujourd'hui. À la même époque, aux États-Unis, les parents d'enfants autistes, aidés de quelques psychiatres en avance sur leur temps, prennent le pouvoir pour tenter de soigner leurs enfants. Dans les années 60, le psychologue Eric Schopler est choqué par le mépris avec lequel Bruno Bettelheim traite les parents d'enfants autistes. Véritable visionnaire, il est convaincu que la clé de l'énigme de l'autisme est biologique et que les parents ne sont que des boucs émissaires. En 1966, à l'université de Chapel Hill, en Caroline du Nord, l'équipe d'Eric Schopler développe un programme de rééducation comportementaliste qui allait devenir mondialement connu, le programme Teach. Peter. What's your name, Peter? À l'inverse de Bruno Bettelheim qui coupait l'enfant de ses parents, Schopler inclut les parents le plus possible dans le processus éducatif. C'est un véritable tournant, un espoir considérable. Peu à peu, des enfants autistes sortent du silence. Who's that? Who's that? All right. Dans les mêmes années, un psychiatre américain, Ivar Lovaas, innove lui aussi avec la méthode ABA, basée sur le principe de récompense et de punition. Les résultats sont spectaculaires. Good. What's your name? Ricky. La méthode ABA fait le tour du monde. Elle est aujourd'hui massivement utilisée pour la rééducation des autistes dans de nombreux pays. Where did they go? Hey, look at me. Where did they go? Go swimming in the lake. That's right. What do they do underneath the lake? Hey. Skin diving. That's right. Lisa croise la route d'Ivar Lovaas dans les années 80. Elle a 3 ans, elle ne parle pas, elle ne sait pas jouer et se contente d'aligner inlassablement des objets. Elle fait des crises de colère terrifiantes. Ses parents n'ont jamais réussi à l'asseoir sur une chaise. Dans ce document exceptionnel, nous voyons Ivar Lovaas tenter d'entrer en contact avec Lisa. Après des heures et des jours de travail, il va réussir à la faire s'asseoir. Cet accomplissement qui semble dérisoire est en réalité un pas immense. Lisa a entrouvert une porte. Ivar Lovaas va s'y engouffrer. Good. That's good, Lisa. Oh, how nice. Oh, good looking. How good looking, Lisa. Bientôt, Lisa prononce ses premiers mots et commence à s'ouvrir au monde. Dans notre malheur, on a eu une chance extraordinaire. C'est de rencontrer l'une des plus grandes spécialistes de l'ABA en France, alors que nos enfants étaient très jeunes. Elle s'est très vite rendue compte que les enfants ne savaient pas imiter. Et elle nous a expliqué que la première chose à faire pour apprendre à apprendre, c'était de savoir imiter. Et ce qui a été absolument fabuleux, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, on a vu les premiers résultats. Ensuite, Nice ne parlait pas. Et comme il ne parlait pas du tout, et que nous avions entendu parler de cette méthode PEX, donc un moyen alternatif de communiquer avec des images, cette méthode était disponible aux États-Unis. On l'a commandée et ça a fonctionné de manière formidable. Très rapidement, voilà, il s'est mis à parler. Il y a eu un énorme travail de fait avec Baptiste, par exemple, sur le regard.
Baptiste ne pouvait pas soutenir le regard d'une personne. On gérait en fait l'emploi du temps d'Alexis avec des pictogrammes. Donc on s'est mis à photographier un peu tout dans la maison pour différencier les moments de la journée d'Alexis. Il savait ce qu'il avait à faire et je n'avais plus de crise pour aller n'importe où. J'explique l'ABA en disant que c'est la kiné du cerveau. C'est-à-dire que on va entraîner le cerveau comme un muscle en lui faisant, en le stimulant en permanence. Le psychiatre qui le suivait m'avait dit bon, l'école ça sert à rien, il parlera jamais, les compétences scolaires, lire et écrire, franchement non. À la fin du CP, Rodrigue savait non seulement il parlait, donc il parlait même pas mal. Et puis en plus, il a appris à lire et à écrire avant la fin de l'année de son CP. À l'issue d'une consultation, on m'avait dit il faut vous attendre à ce qu'il fasse pas grand-chose sur le plan moteur. Il fera jamais de vélo, par exemple. Et ça m'avait profondément marqué. Je me disais, il fera pas de vélo. Non, je vais pas m'arrêter à cela. Et Nice a fait du vélo à 3 ans, ce qui est largement une performance si je compare aux autres. Il écrit. Il faut pas oublier qu'il savait pas prendre le moindre objet. Hein. Il est en CP, il a toujours une AVS, naturellement. Il parle très bien. J'ai 7 ans au CP. Il a appris à lire tout seul. Je voudrais faire cardiologue parce que ça sauve la vie des gens et on met des pacemakers. Ça peut être bien parce que maman et ma tata, elles ont des soucis de cœur toutes les deux. Aujourd'hui, véritablement, on ne peut plus la distinguer d'une petite fille ordinaire. Il y a trop de bruit, les enfants, il y a trop de bruit. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Je sais pas, j'y arrive pas, ça marche pas. Mais bien sûr que si, tu vas y arriver. Regarde-moi. Tu l'as fait hier. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Hein? Bon, les enfants, vous allez terminer la première ou la deuxième pour ceux qui sont déjà en avance. Après, on fait la troisième qui est au tableau. D'accord? Maintenant, je veux plus rien entendre. On travaille dans le... silence. Exactement. Bon, Hugo, regarde. Prends ton crayon, on va la faire ensemble. Alors, très bien, tu l'as bien écrite. 85 que divise 5. En 8, combien de fois 5? Contre l'avis des médecins, Elisa retire Hugo de l'hôpital psychiatrique et se bat avec l'éducation nationale pendant des mois pour lui faire réintégrer l'école. Et maintenant, regarde. L'institutrice, qui a accepté de prendre Hugo dans sa classe et de l'aider, fait sans le savoir de la kiné du cerveau. C'est la retenue. Comment Hugo réussit-il à rattraper son retard scolaire? Grâce à une propriété extraordinaire qu'on appelle la plasticité cérébrale. Nous modifions en permanence nos réseaux de neurones en fonction de ce que nous vivons et de ce que nous apprenons. Il faut imaginer le cerveau comme un réseau routier qui peut se faire et se défaire à volonté. Apprendre à jouer du piano entraîne une modification de l'architecture de notre cerveau. Les pianistes créent des connexions entre les neurones qui n'existaient pas avant et qu'on ne trouve pas chez les non-musiciens. Ça a été écrit par Mozart, mon canard. Un jour, la vie d'Hugo bascule. Lorsqu'il rencontre Madame Mint pour la première fois, il n'a jamais touché un piano de sa vie. Et regarde, ça c'est la première note, Do. Do, 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 Do. Allez, à toi. Tu me joues des Do?
par cœur, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est un génie. Je joue du piano depuis l'âge de 4 ans. Je suis en 5e année de solfège au conservatoire de Nancy. Quand j'entends une musique, je la reproduis au piano. Des fois, pas tout le temps. Il s'installe au piano, il pose les mains et le morceau il vient comme ça tout de suite. Avec les accords à la main gauche, directement, et la mélodie à la main droite, exactement dans la même tonalité. Pour lui, c'est comme un langage inné, c'est presque naturel. J'ai commencé la musique quand j'étais tout petit, à 4 ans. Donc j'ai commencé le violon. La prof que j'avais là-bas a trouvé que je progressais bien, parce que j'ai eu l'oreille absolue depuis toujours. Au bout de 4 ans, de 4 années de pratique instrumentale avec ce professeur, il m'a dit, moi, là, il a dépassé le niveau technique que je peux lui enseigner. Je ne peux plus rien faire. Il n'y avait pas 36 solutions, il a fallu déménager. La prof de piano, elle a tout de suite été très étonnée parce qu'elle a pensé, qu'elle nous a dit, il a certainement l'oreille absolue. Elle a souvent les larmes aux yeux parce qu'il a entendu le morceau une semaine avant et il l'a pas joué entre-temps et il le rejoue parfaitement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de personnes Asperger qui ne sont pas diagnostiquées. De nombreux génies étaient des autistes de haut niveau et ont eu un parcours comparable à celui d'Hugo. Aujourd'hui encore, une centaine de personnes dans le monde sont dotées de capacités quasi surnaturelles. Plus de la moitié de ces génies sont autistes. Daniel Tammet, un Asperger anglais, est capable de réciter 22 514 chiffres après la virgule du nombre pi sans erreur. Il utilise ce qu'on appelle la synesthésie. Il voit des nombres avec des formes colorées et se promène dans un paysage de chiffres en couleurs. Le spectre autistique est lié à un excès de connexion dans le cerveau. Ce que dit Daniel Tammet d'ailleurs, on a souvent, et moi en tout cas j'ai une manière de penser extrêmement associative, qui fonctionne par des liens, des enchâssements d'images, où du coup c'est pas du tout une pensée qui va s'agencer logiquement ou selon une logique standard. Ça va être une pensée qui va se faire par un réseau de 1000 façons à la fois. Alors, à chaque fois, c'est quelque chose de logique, mais c'est une logique qui prolifère un peu. Ça va être une pensée où tout se connecte à tout. Très intuitive, vraiment une pensée paysage multiple. Comme j'avais tendance à me couper du monde extérieur dans mon monde intérieur, j'avais une énorme place pour mémoriser beaucoup de choses. J'ai su lire très tôt, par exemple. Je lisais même le dictionnaire. J'avais retenu une bonne partie des définitions et je pouvais donner la définition de mots très compliqués. C'était un peu comme si j'étais branchée sur le savoir universel. Il y a même une assistante sociale qui l'a reproché à ma mère une fois. Elle a dit, votre fille est trop culturée, vous la forcez à ingurgiter des informations, vous allez lui faire mal. On en rit encore. Cette même maîtresse qui avait dit à ma mère qu'il fallait me mettre en institution parce que je savais écrire Égypte et Mozart sans aucune faute, à l'âge de 3 ans à peu près, et compter, ainsi que compter de 1 à 150 à l'endroit et à l'envers. Il apprenait en fait d'autres langues, le chinois, des choses comme ça. Il avait tout inscrit dans un petit carnet qu'il avait, il était très content. Alors ça passait du chinois, du suédois, du russe, enfin on avait eu droit à cette époque-là à beaucoup de choses. En grandissant, Hugo s'est créé un ami imaginaire, le pianiste canadien Glenn Gould. Très excentrique, Glenn Gould était un virtuose du piano. On soupçonne fortement qu'il était un autiste Asperger. Il est mort en 1982. Hugo vénère le talent de Glenn Gould et il entretient de grandes conversations avec lui. Tout le monde est ensemble et moi je suis seule.
Je n'ai rien à faire, j'ai personne avec qui être. Mes parents me disent « Oui, pourquoi tu n'essaies pas d'aller t'intégrer avec les autres jeunes de ton âge ?» Mais maman, c'est vraiment dur d'aller m'intégrer aux autres. Ils sont déjà super ensemble et ils vont me juger. Si je m'approche d'eux, telle est la nature humaine, ils vont chercher à me juger. J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai deux. J'en ai deux ou trois. Mais sinon, j'en ai pas. Des fois, j'essaie de me faire des amis, sauf qu'après, ils veulent pas jouer de moi. Ils se trouvent une excuse. Tu veux ma photo? Casse-toi, Gogol, tu sers à rien. Je comprends pas pourquoi les gens me repoussent dès la première fois. Alors j'ai rien dit, j'ai dit bonjour. Je pense que c'est moi la gêne parce que c'est moi qui suis née avec une tare et pas les autres. Donc c'est comme si c'était de ma faute. Nils a du mal à se faire des amis parce que, en fait, à notre âge, pour être accepté, il faut être, insolent, déjà être habillé en marque, faut pas avoir de bonnes notes, faut pas être un tout petit peu différent. Ce serait comme une honte, en fait, de rester avec quelqu'un, comme ils appellent ça, avec un triso, quoi. Donc du coup, il reste dans son coin. Dans la maternelle, on va dire jusqu'à une trentaine d'années, je me suis battu pour chercher à ressembler aux autres. Et finalement, j'ai compris qu'en fait, je me battais quand même contre des moulins et qu'il y a certaines choses, je pourrais pas les modifier. À l'adolescence, les phrases se raccourcissent, on met de plus en plus d'importance sur la tonalité, la mélodie du langage, les réponses deviennent de plus en plus des oui, etc. Et les autres visuels comprennent ce langage, alors que pour moi c'est un langage particulièrement difficile. Dans un film qui s'appelle La ligne rouge, l'acteur principal c'est Sean Penn et à un moment un autre acteur lui pose la question: est-ce qu'il vous arrive de vous sortir seul des fois? Et lui il répond: seulement avec les gens. Et voilà, pour moi c'est pareil. Il paraît que tu joues super bien du piano. Je te trouve trop mignon. Les élèves à cet âge-là ont une imagination incroyable pour inventer des tortures, même des passages à l'acte, des tortures physiques et des humiliations physiques insupportables, des choses dont on n'a pas envie de se rappeler tellement c'est cruel et pervers même, parce qu'à cet âge-là, il y a l'émergence de la sexualité. Les méchancetés devenaient plus intimes, plus blessantes, plus brisantes, plus destructrices. J'ai subi toutes sortes de moqueries et d'insultes, de tout genre et pratiquement tout le temps. C'était en permanence, c'était dans mon quotidien et c'était presque normal. Au fil du temps, je m'y habituais. Et plus j'ai grandi, plus ça m'a fait mal parce que j'ai pris conscience de pourquoi on m'insultait et pourquoi on me considérait différent des autres. Ça fait mal au cœur quand lui nous raconte que, on le traite comme un animal, des fois... on le pousse, on le tape. Menace de cassage de gueule. Nom tagué sur le mur avec le mot pute écrit derrière. Un acharnement que je n'ai pas compris parce que je ne cherchais à faire de mal à personne.
juste à vivre ma petite vie dans mon coin avec mes bouquins, mes crayons. Je me suis fait souvent ou régulièrement tabasser, j'allais dire quasi systématiquement maternelle primaire, moins fréquemment au collège, mais au collège les tabassages sont moins fréquents mais plus conséquents. Quand je sortais dans le village, il y avait des adolescents, mais aussi des adultes qui me regardaient, qui ne voulaient pas me voir en short. Alors ces gens m'humiliaient parce qu'ils pensaient que non seulement j'étais étrangère, que je n'étais pas du village, mais aussi parce que j'avais un handicap pour eux. D'ailleurs, je me suis déjà fait traiter d'handicapé. Parce que je marchais bizarrement. C'est comme si il y avait un monstre qui savait pas se défendre. Que je juge ces gens-là comme des gens bornés, des gens méchants, qui m'ont fait traverser une période très, très difficile et très sombre. Pourquoi Hugo a-t-il tant de mal à trouver sa place parmi les adolescents de son âge? Peut-on expliquer scientifiquement ses maladresses, sa timidité pathologique, son étrangeté? Au début des années 90, des scientifiques italiens font une découverte stupéfiante. Voir quelqu'un rire ou pleurer active les mêmes endroits du cerveau que lorsque nous rions ou pleurons nous-mêmes. C'est l'effet incroyable de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et le plus fascinant, c'est que ça ne passe pas par la pensée. C'est un mécanisme automatique, comme si les cerveaux des deux personnes étaient branchés en direct. Chez Hugo, comme chez tous les autistes, les neurones miroirs sont beaucoup moins actifs. Hugo a de la peine à lire les expressions des visages et l'émotion qui s'y reflète. C'est toute une partie de la communication avec l'autre qui lui échappe. Maintenant, j'essaie de faire plus d'efforts pour lire les expressions du visage d'une autre personne. Bon, même si je ne suis pas toutes des expressions, bien sûr, parce que je pense qu'il y en a des milliers. Enfin, je ne saurais pas dire le nombre. Puis nous, les Asperger, on ne sait pas si les gens sont gentils ou pas. Moi, je fais confiance aux gens. Je vais pas voir si la personne est sincère quand elle me parle. C'est ce qui rend l'apprentissage des codes sociaux si difficile pour lui. Hugo n'est pas lié avec les autres êtres humains de façon instinctive, comme nous. On peut parler d'une véritable cécité sociale. Il y a par exemple une règle sociale qui définit de manière assez précise à quelle distance vous vous mettez de votre interlocuteur. Et comment est-ce que vous voulez calculer au centimètre près cette distance-là? C'est très compliqué, c'est un vrai casse-tête pour les personnes avec autisme. Dans un repas, quand les gens parlent et que j'ai rien à dire, si je m'embête, je pars. Je calcule pas, je m'en vais. Comme ça, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Sauf que ça l'est pas parce que les gens, après je remarque que les gens me regardent de travers, disent mais ça se fait pas de faire ça. Bon, parfois c'est vrai que je dis assez souvent, je dis j'espère que je m'éloigne pas trop dans la conversation, j'espère que je ne vous fatigue pas, excusez-moi, je dis souvent merci aussi. Plus que la moyenne. Je pense que en étant super poli, bon, je vais être plus accepté. Bon, peut-être que parfois ça peut embêter la personne aussi. Hein. En fait, je dis oui à tout, en fait. Enfin, pour aider. Et je vois pas que c'est moi qui ai besoin d'aide. Arrête! Quoi? Ça. Et puis les balancements. Et parler tout seul. Tu le fais dans ta chambre si tu veux pour te détendre. Mais au collège, tu contrôles. Tu le fais plus. Plus du tout. J'avais demandé justement à ce qu'il y ait, si c'était possible, une rencontre au lycée pour que les élèves de la classe, ceux qui étaient volontaires, lui disent ce qu'il fait dans son comportement qu'on ne vienne pas vers lui. Qu'est-ce qu'il doit corriger dans son comportement qui paraît bizarre au vu des autres, quoi. Et l'année dernière, une jeune fille lui avait dit faut que tu arrêtes de te tirer les peaux de la lèvre, faut que tu arrêtes de parler tout seul. Ouais. Peut-être que comment vu, il y a certaines choses que je prends très mal et peut-être qu'à fait que tu recules, je réfléchirai dessus, mais voilà quoi, c'est un truc à tenter quoi. J'ai eu une orthophoniste dès l'âge de 13 ans et qui m'a appris beaucoup de choses comme l'art de la conversation, comment répondre au téléphone et la tactique pour intégrer un groupe d'amis, si on peut dire. L'orthophoniste ne peut pas t'apprendre à avoir confiance en toi. Il ne peut pas t'apprendre
t'apprendre à croire que tu es toi-même quelqu'un de bien. Et ça, c'est toi-même qui dois le découvrir. Bonjour Romain, c'est Hugo. Bonjour Romain, c'est Hugo. Après le fiasco du concert et son séjour à l'hôpital psychiatrique, Hugo vit cloîtré dans sa chambre en compagnie de son ami Glenn Gould. Il n'ouvre plus son piano. Non, pas d'oreille. Non, madame, cet enfant n'a pas d'oreille. Aucune oreille, c'est une absolue... À 23 ans, une véritable dépression, enfin, une descente aux enfers. Quand j'étais au premier étage de mon collège, il m'arrivait de me pencher un peu au-dessus de la rambarde et de me dire est-ce que je pourrais mourir si je sautais de là. Donc, oui. C'est affreux parce que je le savais pas tout ça. Je voyais les gens pouvoir sortir ensemble, aller dans les bars, aller dans les restaurants, mais je n'ai jamais compris comment ils faisaient. C'était loin de mon monde. D'un côté, j'en rêvais. D'un côté, j'avais pas le mode d'emploi pour le faire. Alors qu'Hugo est en train de sombrer, un homme va lui sauver la vie. Le docteur François Germain est un psychiatre passionné par les neurosciences et un spécialiste des autistes Asperger. Donc, toi, ta passion, c'est le piano? Mais tu veux pas faire de la musique ton métier, c'est ça? Je sais pas, le piano, ça m'obsède beaucoup trop, vous voyez. Je peux passer des heures sur le même morceau, j'oublie tout, j'oublie de manger, j'oublie ma mère. Je peux plus vivre comme ça, vous voyez. Vous savez que j'ai 22 ans et que j'ai jamais... que j'ai jamais embrassé une fille. Jamais. Vous trouvez ça normal? Excuse-moi, maman. Ma mère n'aime pas que je parle de ça, ça la rend triste. Parce qu'elle pense qu'aucune fille voudra jamais de moi. J'ai jamais dit ça, moi. Laissez-le parler, madame. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être amoureux, docteur? Et non seulement tu as le droit, mais c'est une nécessité. On a besoin d'être amoureux. Pour se construire, pour avancer. Ah oui, j'aimerais beaucoup ça. Et puis je veux trouver un travail aussi. J'ai peur de devenir clochard, SDF, dans la rue. Je suis intelligent, je peux travailler, être utile. Bien sûr. Si tu veux, on va réfléchir ensemble à une stratégie pour trouver un travail, non? En seconde, je me suis posé un tas de questions. Je ne m'étais jamais posé auparavant. Je me suis dit, voilà, pourquoi pour les autres c'est si facile d'avoir des histoires, alors que pour moi, ça n'est jamais arrivé. J'avais déjà essayé plusieurs fois avant la seconde, mais après ça a continué, ça a échoué au lycée encore plus lamentablement qu'avant. J'ai tout retourné contre moi, de toute façon c'est ma faute, je suis un bon à rien, je n'ai rien à faire dans cette société. Voilà, ça allait jusqu'à des idées noires, bon, je vais pas détailler, mais en tout cas c'est très très difficile. Puis à côté de ça c'était la question que je me posais, mais à côté je tentais toujours ma chance, parce que ma seule obsession, en première surtout, c'était de faire comme les autres, c'est-à-dire d'avoir une histoire, quelle qu'elle soit. Et là, ça a échoué lamentablement sur absolument toutes les tentatives que j'ai faites. En première, il n'y en a pas une qui s'est bien soldée. Mais pas une. En plus, j'en ai fait pas mal, je n'ose pas vous le dire le nombre, mais c'est assez hallucinant. 50 filles que j'ai essayé d'approcher, voilà. Et ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Elle est belle, hein? Son nom, c'est Decent Respectabilis. En anglais, ça se dit Bleeding Hearts. Ça veut dire les cœurs qui saignent. C'est moi qui les ai plantés.
Normalement, elle préfère l'ombre. Là, il y a un peu trop de soleil. C'est mon chef qui a voulu que je les mette là. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, bah... Salut. Bonne journée. Pour les filles, je me dis, aujourd'hui, je vais décider d'approcher cette fille. Je me récitais plusieurs fois toutes mes répliques dans ma tête, jusqu'à ce qu'elles soient impeccables, que je les mémorise parfaitement avant de dormir. Et ça ne collait jamais à la situation. Évidemment. C'est toujours dans décalage. Et du coup, c'était mal perçu par les autres. Quand j'aborde en particulier des filles des autres classes, elles me rejettent directement parce qu'elles voient que je les regarde fixement, que je les agace, que je... En fait, je n'ai pas un comportement adapté avec elles. Et donc, ça compromet mes chances de trouver une copine. Même quand on est un garçon normal, les relations avec les filles, c'est vraiment très compliqué, quoi. Donc, je me vois pas vraiment essayer de séduire une fille en la traquant, moi. Je me vois vraiment pas faire mon beau gosse, mon frima ou quoi. Non, je reste moi-même et on verra. Vous l'aimez bien ce parc, vous y venez tous les jours, non? Oui. Oui, c'est bon pour moi de sortir de ma chambre. C'est mon médecin, le docteur François Germain, 18 rue de l'Ourmel, qui me l'a dit. Je tourne en rond dans ma chambre, vous voyez, je tourne en rond avec mon piano. Vous êtes pianiste? Oui. Enfin, je travaillais. Je travaillais, mais c'est très compliqué, vous savez, des fois ça me rendait fou. Surtout Chopin. Il fallait trouver l'intensité expressive et poétique, et puis la structure aussi, la structure. Chopin, c'est pas un charmeur, non, 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 non. Une pensée architecturale, un prophète de la couleur harmonique. Baroque aussi, baroque. Je vais vous dire, c'est impossible, vous allez me dire. Mais si, il est plus proche des improvisations de Bach que des rythmes de Brahms, comme dans le début de la première valse sur la do. Excusez-moi, monsieur, en fait, ma pause est terminée, je dois y retourner. Oui, merci infiniment, je dois y aller moi aussi. Voilà, au revoir mademoiselle, merci. Au revoir, voilà, c'est ça, au revoir. Et je me suis dit pourquoi pas Internet. Et je me suis mis à regarder une liste de conseils de drague, comme des recettes de cuisine. Je me suis mis à appliquer à la lettre. Et puis évidemment, ça ferait encore plus que lorsque je n'avais pas lu ce genre de choses. Ils mettent toujours faut être naturel. Si on réfléchit à être naturel, on n'est pas naturel. Je ne renonce pas, je suis une grande enfant de l'âme, moi, le prince charmant avec le beau cheval blanc. Bon, d'accord. Non, mais je rigole, mais... non, mais de toute façon... faudra que je reste assez connecté, qu'il soit assez endurant pour rebrancher la prise à chaque fois que je me déconnecte. Il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Pierre qui, comme moi, a le syndrome d'Asperger. On est tombés amoureux, on a décidé de vivre ensemble et on a eu une petite fille, Aurélie, qui a 3 mois et demi. On a la même maladie, mais elle s'exprime pas de la même manière. Là où j'ai des difficultés, Pierre est solide. Et là où Pierre a des difficultés, c'est moi qui suis solide. Donc quand moi je chute, c'est lui qui me relève. Quand lui il chute, c'est moi qui le relève. Je pensais que j'étais un monstre et que jamais je n'aurais d'enfant. Et que si j'avais un enfant, ce serait un monstre comme moi. C'est grâce à Pierre que mon regard sur moi-même a changé et que j'ai pu m'accepter comme femme et comme être humain et comme quelqu'un ayant de la valeur et pas comme un monstre. Et que j'ai pu me dire, finalement, j'ai pu mûrir ce projet d'avoir un enfant et à me dire que peut-être qu'on pourrait y arriver et que finalement ça pourrait être quelque chose de beau. Tu veux pas ouvrir les coins de la chemise? Ça fait vraiment bizarre comme ça. Non, tu sais bien, j'aime pas. T'inquiète pas, maman, tout va bien se passer. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, Hugo va passer un entretien d'embauche. Pour se rendre à son rendez-vous, Hugo vit un calvaire. Il ne perçoit pas le monde comme nous. Il entend tous les bruits de la rue comme s'ils étaient poussés au volume maximum. Il voit tous les détails autour de lui de façon très nette, sans faire le tri. C'est ce qu'on appelle l'hyperconnectivité sensorielle.
Hugo est totalement stressé et épuisé. Cette surstimulation sensorielle le pousse souvent à se replier sur lui-même. C'est aussi la raison pour laquelle il a tant de mal à regarder dans les yeux. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est comme tomber dans un puits sans fond. C'est, dans la plupart des cas, c'est de l'angoisse pure. Ce sens visuel exacerbé est également une source de plaisir pour Hugo. Il voit la beauté du monde dans ses moindres détails. Un jour, avec mon appareil photo en bandoulière, sur un mur, il y avait cette bouteille de bière. Et dedans, il y avait toute une maison avec tous ces détails. C'était la maison qui était derrière, le reflet. Mais c'était d'une telle beauté, et en même temps, ça représentait vraiment ce que je vivais. C'est-à-dire, vraiment le monde. Je suis dans mon bocal. Parfois, j'ai un bonheur immense en passant devant une voiture bien lavée, avec des reflets bien marqués. Et je ne peux pas expliquer. Autant il y a des gens qui éprouvent un plaisir fantastique en achetant une belle paire de chaussures, autant moi la paire de chaussures. Mais le reflet, le monde qui se cache derrière, waouh. Monsieur ? Donc, vous voudriez travailler dans une bibliothèque, bien ça ? Nous, les Asperger, nous avons plus de difficultés à mentir que les autres. Parfois même une impossibilité totale, puisque on est tellement rationnel et logique dans notre esprit que déjà tout ce qui est mentir, duper ou tromper, c'est presque du second degré. C'est se détourner de ce qui est les règles. Et les règles, pour les Asperger, les personnes Asperger, c'est fondamental. Non, pas spécialement. C'est mon père et ma mère qui pensent que c'est une bonne idée parce que je veux trouver du travail et surtout gagner de l'argent pour aider ma mère. Oui, bien sûr. Gagner de l'argent. Donc, comme j'en ai parlé à votre père, je suis à la recherche de quelqu'un pour faire du classement, trier, archiver. Vous en pensez quoi ? Je ne sais pas. Ma passion dans la vie, c'est le piano. Mais j'ai renoncé à cette passion, voyez-vous. Oui, bon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Revenons aux archives. Est-ce que c'est un travail qui vous plairait ? Non, je crois pas trop que ça va me plaire, mais je veux bien essayer. Bon, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Je suis vraiment navré, mais je dois y aller. L'exemple type d'une réplique inadaptée lors d'un entretien d'embauche, c'est par exemple de dire au patron ou au futur patron « Qu'est-ce que ça pue ici ?» Il y a une seule certitude, il ne deviendra pas votre patron. Je me souviens, j'avais fait quelque chose d'analogue avec l'un de mes psychiatres. Je lui avais dit que ça puait dans son cabinet et il n'avait pas dit un mot, mais à la fin, il avait augmenté mes doses de neuroleptiques. Pourquoi Hugo se conduit-il parfois de façon aussi excentrique ? À cause d'une région primordiale du cerveau appelée les lobes frontaux. Situés en haut du cerveau, les lobes frontaux sont la partie qui s'est développée le plus tard dans l'évolution des espèces. Les lobes frontaux ont permis à l'homme de devenir le roi du monde. C'est là qu'on trouve le cortex préfrontal, le chef d'orchestre du cerveau. C'est ce chef d'orchestre qui nous permet de nous comporter en être raisonnable, capable de prendre des décisions et de faire des choix. Le cortex préfrontal nous permet de contrôler notre comportement en inhibant notre cerveau émotionnel. Lorsque Hugo commet une erreur au concours de piano, la peur l'envahit et il est incapable de contrôler cette peur, de passer à autre chose. C'est comme si tout son cerveau se grippait, comme si à ce moment-là, le chef d'orchestre était tout simplement absent. Les chercheurs parlent d'une surabondance de neurones ou de connexions pas assez efficaces entre les lobes frontaux et les autres parties du cerveau. Je vois mon cerveau en fait comme un coffre à jouets. Toutes les idées sont là, mais elles sont en vrac. On ouvre le coffre en fait et on cherche une idée, mais on ne sait pas où elle est.
Donc on est obligé de tout sortir. Ce qui fait que, comme je sors toutes les idées, on va dire que toutes les idées fusent dans ma tête les unes après les autres. Elles ont leur cheminement propre. Oui, ça fait un peu comme des trains d'idées qui me traversent la tête en permanence. Et au bout d'un moment, ils finissent par être tellement nombreux, ces trains, qu'il y en a qui finissent par se percuter. Et pour moi, ça crée une sorte de flottement. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais plus où j'en suis. Une autre conséquence pour Hugo est qu'il voit les arbres et pas la forêt. Il va raconter un événement dans ses moindres détails au lieu d'aller à l'essentiel, ou se souvenir de tous les détails d'une pièce et ne pas l'avoir vue dans son ensemble. J'ai toujours eu du mal à me reconnaître dans un miroir. Personnellement, je me vois comme justement une femme puzzle, quelqu'un de fragmenté. Ma vision est fragmentée, je suis fragmentée. Mon appartement, par exemple, juste un exemple, quand je veux le ranger, mon appartement, il faut d'abord que je prenne des photos des endroits. Parce que je vois pas l'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me suivez comme ça? Je vous suis parce que je vous trouve très belle. J'aime beaucoup vous regarder. Quand je vous regarde, j'ai la tête qui tourne un peu. C'est interdit de suivre les gens comme ça. Oui, pardon, je suis très maladroit, pardon. C'est parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ma vie, c'est... Parler à une fille, c'est... Je suis autiste. Vous êtes autiste? Vous aimez la musique? Oui. Pour la musique classique, j'y connais rien. Les hommes préfèrent les blondes, mais moi pas. J'aimerais beaucoup vous inviter chez moi. J'aimerais jouer pour vous la valse opus 69 de Chopin en la bémol mineur. Non, je crois que ça va pas être possible. Je dois y aller, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais bientôt passer un grand concours de piano, je pourrais vous inviter. Enfin bientôt, enfin un jour. Je dois vraiment y aller, là. Au revoir. Il y a des personnes qui acceptent « Ah, t'es autiste !» et puis qui commencent à parler comme si on était débiles, comme si on était vraiment... Oh là 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 là. Là, c'est peut-être l'attitude que je supporte le moins. C'était une toute petite entreprise avec simplement le père et le fils. Et je voyais qu'il était intéressé par la candidature de Joachim jusqu'au moment où j'ai dit il a un léger handicap. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce d'effarement dans le regard, et puis ça a été terminé. Ça me désespère un peu de voir tes gens aussi coincés en fait. Et moi je sais pas handicapé. Alors non, je pense qu'il n'a pas encore compris le mot autiste. Par contre, on lui a déjà dit qu'il était handicapé. Un petit peu. C'est les petits qui m'ont dit ça. Ouais. Et donc, j'étais pas très contente parce que moi, je n'en avais pas encore parlé. Donc, j'aurais mieux aimé que ce soit moi qui lui en parle en premier. Mais... Et je lui ai dit, Najib, tu sais quoi? Tu as le syndrome d'Asperger. Voilà, tu as un genre d'autisme de haut niveau. Je me souviens très bien, il a pleuré. Et... Il a pleuré. Il m'a dit, maintenant, maman, je ne suis pas comme les autres. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc on s'est regardé dans les yeux et... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je peux entrer? Non, surtout pas, je peux pas jouer si t'es là. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre jouer. C'est beau, mon chéri.
sais, j'ai décidé de me réinscrire au concours de piano. J'ai une amie qui veut me voir jouer en concert. Une amie? Tu te sens bien, Hugo? L'association a permis à Valentin d'avoir une vie sociale qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, Valentin est capable de décrocher son téléphone, d'appeler des amis, on peut dire des amis maintenant, vraiment. Ça fait pas longtemps qu'on peut dire ça. Et d'organiser des choses avec eux. Même si je reste pas un grand fan du téléphone et de l'organisation, je suis particulièrement oui, mauvais. mais pour les rencontrer, tu es capable de le faire. Ça veut dire qu'il y a un certain plaisir. Parce que moi qui décide de lieu, c'est jamais moi. Ça fait rien. On a tous du mal à décider, on se retrouve là en ville, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait rien, on était ça trois fait et on rien. s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez du plaisir à vous retrouver, vous êtes capable, toi comme les autres. Les autres, ils ont le syndrome d'Asperger aussi. Ça veut dire qu'eux sont capables aussi maintenant de décrocher leur téléphone, vous en êtes tous capables, et de vous donner des rendez-vous, de vous fixer des choses. Ça fait quelques années que je vais au café Asperger. Là, je me suis fait des amis. Asperger. Il n'avait pas d'amis intimes, tu sais, pas d'amis. Son seul amour, c'était la musique. Et le piano de Glenn Gould, c'était un Steinway CD 318, il est au musée d'Ottawa. Il a arrêté sa carrière à l'âge de 32 ans, le sommet de sa gloire. Je me sens très proche de lui, tu sais, quand je le vois jouer dans les films, ce que je vois, c'est un homme qui fait l'amour à la musique. J'espère que je te choque pas. Non, pas du tout. Tous les autistes aiment se réfugier dans un domaine obsessionnel, ce que les médecins appellent leur intérêt spécifique. Parler de la musique est une source de plaisir intense pour Hugo. La musique classique est un monde où tout est en ordre, où tout est prévisible. Un monde qu'Hugo connaît sur le bout des doigts. Le contraire du monde réel qui est synonyme de chaos, de changement permanent et d'imprévu. Pour participer au concours international de piano, Hugo doit prendre un rendez-vous pour un entretien préalable. Je dois aller à un rendez-vous, je me fais un film avant. Hein. Le problème, c'est que, personnellement, j'étais la reine des scénarios catastrophes, effectivement. Hugo, c'est ridicule, ouvre la porte! Oh, Hugo, je te fais une proposition. Je prends une chaise et tu me joues ton prélude à travers la porte. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non. Non, si je sais que vous écoutez, ça marchera pas, je pourrai pas jouer. Je suis sûre que ça va très bien se passer, ton concours. Tu vas y arriver super bien. Je vais te donner le nom d'une tisane qui marche toujours pour moi. J'en prends quand j'ai un concert et je dors comme un bébé. Merci. Je sais pas, je te remercie, je dois absolument y aller. Je suis vraiment navré, mais je dois absolument y aller. Tu veux pas nous jouer un morceau avant de partir, Hugo? Pour me faire plaisir, tu m'avais promis la dernière fois. Ça va? Je lui ai demandé de jouer quelque chose, mais il a pas voulu. Il faut excuser Hugo, il n'arrive plus à jouer en public. Même sa prof de piano, elle n'a plus le droit de l'entendre jouer. Ce qui vient de se passer sous nos yeux est un petit miracle. Un miracle créé par la gentillesse et l'empathie de Capucine. C'est le miracle de l'ocytocine. Produite dans le cerveau, l'ocytocine est l'hormone de l'attachement, de l'amour entre une maman et son nouveau-né, comme entre deux amants. En manifestant si gentiment son amitié pour Hugo, en le touchant de façon si affectueuse, Capucine a provoqué la production d'ocytocine dans le cerveau d'Hugo. Or, l'ocytocine calme le cerveau émotionnel. Pour la première fois depuis des mois, Hugo a dominé sa peur de jouer en public. Hugo, comme toutes les personnes autistes, produit trop peu d'ocytocine. Des études ont montré qu'administrer de l'ocytocine
améliore le comportement social des autistes. Regarder l'autre dans les yeux devient possible. C'est un monde nouveau qui s'ouvre. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Parfois, je disais, j'aimerais bien avoir la clé de l'armoire au sentiment. Je vois bien que les gens ressentent plus de choses que moi. Mais non, je fonctionne d'une autre manière. J'aime pas le voir danser. Parce qu'il danse tout seul, il danse pas avec les autres. Il danse, mais il est dans sa bulle, il danse, mais il est pas avec les autres. Je me suis rendu compte, très jeune, que j'avais cette impression d'être séparée des autres par une espèce de mur de verre, une espèce de champ, un champ de force si on veut. Et je pourrais même le mesurer, ça dépend des jours. Je sais, par exemple, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. C'est quelque chose de très pénible à supporter. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, mon concours de piano, c'est demain à 10h du matin. Vous voulez venir? C'est très gentil, mais je travaille à cette heure-là. Bonne chance. Je voulais vous dire aussi que je vous aime et que j'aimerais vivre avec vous. Après le concours de piano, j'envisage de prendre mon appartement. Petit au début, oui. Petit, mais voilà, je voulais vous dire ça. Je suis désolée, mais... Je suis pas amoureuse de vous, moi. J'ai déjà un fiancé. C'est parce que je suis bizarre? Non, pas du tout. Non. Mais enfin voilà, c'est ce que je vous ai dit, je suis pas libre. Au revoir. Puis merde pour votre concours, je suis sûre que vous allez réussir. Au revoir. Navré de vous avoir importuné. Navré. Par rapport à la profession, je suis pas inquiète. C'est par rapport à la vie sociale que je m'inquiète. Où là, j'ai des raisons de m'inquiéter. Parce que pour l'instant, sa vie sociale, elle est... Il y en a pas. Il est jamais invité aux anniversaires. J'espère qu'il passera pas sa vie tout seul, quoi, voilà. Parce que je connais plein d'Asperger à l'âge adulte qui ont quand même pas de vie de famille et pas de femme, pas d'enfants, voilà, qui sont quand même isolés et qui souffrent de ça. Donc c'est surtout ça que j'espère pour les enfants et pour Paul. C'est vrai que l'avenir, ça me fait souvent peur. Que souvent j'appréhende, c'est trop d'angoisse l'avenir. On n'arrive pas à imaginer comment va être son avenir. Le travail, la petite copine, la vie tout simplement, l'autonomie, la vie avec les autres. Ça nous fait peur. C'est vrai. Ça va être les Ça, dernières... on se le dit tous les jours. Et ça va être les dernières années que je vis avec mes parents. Parce qu'il faut bien que je sois autonome et indépendant. Oui, mademoiselle, le nom est Tilly, Hugo Tilly. Mais non, je vous assure, je ne sortirai jamais seul le soir. Il est minuit. 22 ans. Oui, mais mon fils, il est un peu spécial. Il n'a pas de petite copine, mademoiselle. J'aime tellement les yeux bleus de Pierre qui sont bleus avec une étoile dorée au milieu que quand on s'est fiancés, je lui ai demandé de trouver une bague qui avait la même couleur que ses yeux. On plaisante aussi de son état, Maxime. C'est quelque chose qui est naturel à la maison. Alors peut-être ça peut choquer,
Parce que bon, des fois, ça arrive qu'on plaisante. Comment oses-tu n'avoir pas honte de toi-même? C'est pas dramatique, hein. C'est comme ça, quoi. Comme je dis, voilà, il est pas sur un lit d'hôpital, bronché, en fin de vie. C'est pas grave, quoi. Hein? Bah ouais. Les moments de plaisir qui deviennent très rares à cause de ma charge de travail, mais c'est de pouvoir aller le soir en bibliothèque. Pourquoi le soir? Parce que c'est le moment le plus calme. Et si je permets un peu de militantisme politique, je suis pour l'ouverture très longue des bibliothèques le soir et même la nuit. Et ça, je trouve que c'est quand même un fantasme quasiment absolu, j'allais dire. Mon rêve, c'est d'ouvrir un magasin de jeux vidéo. Moi, je serai le patron, il y a un jour, on m'engagerait quelqu'un qui fera la caisse. Moi, je serai aussi conseiller. Je rêve d'avoir un étage dans mon magasin aussi. Pour les jeux d'occasion, je les mettrai en haut et je mettrai une super vitrine. Prenons le cas de certains autistes qui maintenant sont considérés comme ayant réussi, professeurs d'université, prix Nobel et je ne sais pas quoi. Très souvent, dans leur enfance, on disait d'eux qu'ils étaient complètement débiles et déficients mentaux et tout ce que vous voulez. On a tous la fameuse phrase du prof d'Einstein en tête. De cet enfant, jamais rien de bon ne surgira ou quelque chose comme ça. Donc, bon... Là. Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? Ça va, mon canard, t'es tout pâle.